Bonjour, je suis Anne McElvoy et bienvenue dans le podcast Intelligence Squared, associé cette semaine à l'économie radio. Vous pouvez en savoir plus sur les podcasts et les événements en direct d'Intelligence Squared à l'adresse intelligencesquared.com. Mon invité est Jordan Peterson, un psychologue clinicien et professeur à l'Université de Toronto. Il vient d'écrire 12 règles pour la vie, un antidote au chaos. La règle numéro 1 est de se tenir droit avec les épaules en arrière. La règle numéro 2 est de se comparer à qui vous étiez hier et non à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Règle numéro: mets ta maison en parfait ordre avant de critiquer le monde. Je l'ai déjà ressenti. Et la règle numéro 12: caresse un chat quand tu en rencontres un dans la rue. Jusqu'à présent, tout est moderne et populaire. Mais Peterson est aujourd'hui surtout connu comme un fléau de la pensée libérale moderne, une position qui lui a valu un vaste public de fans et de détracteurs. Tout a commencé lorsque, en dehors de l'amphithéâtre, Peterson a commencé à répondre à des questions sur un forum en ligne. Il dit que ses réflexions induites par la procrastination ont touché une corde sensible. Ils l'ont certainement fait. Il a maintenant des centaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube compte plus d'1 million d'abonnés, avec des vidéos telles que la politique d'identité et le mensonge marxiste du privilège blanc, ainsi que la signification psychologique des histoires bibliques. Il souhaite apporter de l'ordre dans un monde de chaos. Jordan Peterson, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Pourquoi pensez-vous que votre livre « 12 règles pour la vie » figure déjà sur les listes de best-sellers et que les vidéos en ligne qui l'accompagnent ont résonné si fortement? Quel est le zeitgeist? Parce que je suis fermement du côté de mes spectateurs et lecteurs, et je fais tout ce que je peux pour les aider à comprendre. Comment vivre des vies responsables et significatives, et qu'il existe une conjonction entre ces deux questions de responsabilité et de sens, qui n'a pas été correctement abordée dans notre culture depuis longtemps. Et quand vous parlez de vos téléspectateurs et lecteurs, pensez-vous ici à un groupe spécifique de personnes? Sont-ils ciblés sur un groupe particulier? Non, je ne dirais pas ça. J'ai, plus de spectateurs masculins en ligne, mais sur YouTube, le spectateur standard est masculin. Donc, il n'est pas évident que cela soit une conséquence de ma philosophie, disons, plus qu'un artefact de la technologie. Je pense que l'activité masculine est perçue avec beaucoup plus de scepticisme que ce qui est justifié en ce moment, et c'est certainement un problème. Et cela fait partie du point de vue qui suppose que ce que notre culture est mieux compris comme un patriarcat oppressif d'une certaine sorte, et que toute activité à l'intérieur de cela doit être considérée comme une manifestation de cette propension à la tyrannie, ce qui est un point de vue absolument épouvantable à mon avis. Je considère cela, comment diriez-vous, comme une opinion assez claire. Mais pour moi, la plupart de cela est une question d'effort psychologique, pas d'effort politique. Nous pourrions revenir sur la propension à la tyrannie plus tard, et sur la façon dont cela se rapporte à votre vision de cet argument. Mais en ce qui concerne votre intérêt pour les jeunes hommes, en particulier les jeunes hommes dans les sociétés occidentales, vous en parlez souvent au-delà de cela, mais je pense que c'est principalement votre focus. Serait-il juste de dire que votre attention se porte sur ce que ressentent les hommes dans les sociétés et où cela se produit? Non, je ne pense pas que ce soit mon objectif. Je pense que mon objectif est celui que l'on attend d'un psychologue clinicien et d'un éducateur, qui est d'aider les individus, indépendamment de leur identité de groupe, à vivre, de meilleures vies. Je pense que le fait que ce que je suis et ce que je fais soit interprété de cette manière est une conséquence de l'influence absolument écrasante de la politique identitaire et du postmodernisme d'ailleurs sur notre discours politique et philosophique. Ce que je fais est constamment perçu comme une manifestation de la politique identitaire. Et donc, les gens parlent de mon attraction particulière pour les jeunes hommes blancs. C'est comme « désolé, ce n'est pas vrai ». Il n'y a pratiquement aucune preuve de cela. Les publics qui viennent me voir, c'est vous. Et je déteste même les catégoriser de cette manière parce que c'est une partie du même jeu, mais ils sont très divers sur le plan ethnique. Et en ce qui concerne le genre également. Donc, le problème est que la façon dont notre discours est encadré en ce moment rend impossible d'éviter d'être cantonné dans une case de politique identitaire. Et je pense qu'il n'y a rien là-dedans qui ne soit pas répréhensible. Tu as dit... Je veux dire, je suis vraiment intéressée par ce point, en explorant d'où vous partez, mais vous avez l'air assez en colère. Vous sentez-vous en colère à ce sujet? Eh bien, je suis consterné par le rôle que les universités ont joué dans cela,
en ayant influencé la culture. Ainsi, c'est de cette manière que notre discours est conduit, à savoir que la question principale est de savoir à quel groupe s'adresse ce que vous dites. Ce que je dis n'est pas destiné à des groupes. En fait, c'est précisément conçu comme un antidote à l'idée que votre message devrait être ciblé vers des groupes. Je m'intéresse à l'individu et cela a également du sens compte tenu de mon parcours. Tout d'abord, je suis professeur, donc j'enseigne à des étudiants individuels et deuxièmement, et peut-être pas dans cet ordre, je suis psychologue clinicien, pas sociologue, pas politicien, rien de tout cela, me concentrant sur le développement de l'individu et quand je fais mes conférences, j'ai des milliers de personnes qui viennent à mes interventions et je rencontre des milliers de personnes en conséquence de cela. Et aucun d'entre eux ne me parle de politique. Tous disent la même chose. Ils ont regardé mes conférences en ligne ou ils ont lu mon livre. Ils se trouvaient dans une période sombre de leur vie. Ils ont essayé d'adopter la responsabilité personnelle et une vision pour l'avenir. Et de dire la vérité dans la mesure du possible, de prendre la responsabilité de leur propre comportement et d'améliorer la vie de leur famille et de leur communauté. Et grâce à cela, les choses vont beaucoup mieux pour eux. Et c'est l'histoire. Je suis intéressée par le fait que vous ayez choisi un trope de développement personnel ici avec le livre. Les règles pour la vie nous ramènent à Samuel Smiles et au manuel de développement personnel victorien, dans un certain sens, dans une tradition. Mais vous êtes quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, et vous pensez qu'une grande partie de la modernité est un peu comme un doigt pointé, ou qu'on dit aux gens quoi faire. Alors pourquoi accepteriez-vous vos règles? Accepteriez-vous les règles de Jordan Peterson si vous n'étiez pas Jordan Peterson? Oh, bon point, oui. Eh bien, vous savez, vous pourriez aussi vous demander d'une certaine manière comment je peux m'en sortir parce que vous savez, par exemple, l'année dernière, j'ai donné une série de conférences sur la Bible, sur la Genèse. Et il est très facile de transformer ce genre de choses en une morale de réprimande. Mais je ne m'inclus pas dans la liste des personnes qui ont besoin d'amélioration. Je ne parle pas d'un sommet vers mon public. Vous savez, j'énonce un fait assez brut, à savoir que nous avons beaucoup de tragédies et de malveillance à affronter dans les limites de notre vie. Et nous devons comprendre comment gérer cela correctement sans devenir amer, cruel et rancunier. Et ces règles sont des lignes directrices pour aider les gens à éviter ces pièges, plutôt que des injonctions morales qui visent à les faire se sentir coupables. Et c'est pourquoi les élections sont attrayantes, car ce type de moralité descendante est en réalité absent d'elles. Je veux dire, une façon de voir cette grande popularité que vous connaissez en ce moment. Ce que l'on pourrait appeler le moment Jordan Peterson est que vous avez capturé une sorte d'espace entre ce que beaucoup de gens pensent et ce qu'on leur dit de penser. Cela vous dit quelque chose. Pensez-vous que c'est une description juste? Est-ce quelque chose que vous visez à faire? Eh bien, je pense que les gens ont le sentiment que, encore une fois, la manière dont notre discours public est mené présente un danger immense. Et le danger réside essentiellement dans l'élévation du collectif au-dessus de l'individu, ce qui pose un danger tant à gauche qu'à droite. Et je pense qu'en faisant appel à la notion de souveraineté individuelle, que je dirais être le message métaphorique derrière toutes les choses dont j'ai écrit, les gens trouvent cela très libérateur, même si ce que je leur demande, c'est de prendre plus de responsabilités pour ce qu'ils font que ce à quoi ils pourraient typiquement être, enclins, et donc. Mais c'est tout. C'est, vous voyez, je fais face à certains des problèmes que les gens rencontrent dans leur vie de manière très directe. Je crois que la vérité religieuse fondamentale de l'idée que la vie est souffrance. C'est la souffrance parce que nous sommes mortels et fragiles et parce que nous sommes également soumis à la malveillance de nos propres mains et de celles des autres. C'est un problème existentiel constant. Et cela peut vous rendre amer, désespéré, nihiliste, déprimé, anxieux et susceptible d'abuser, de substances de diverses sortes comme médicaments ou échappatoires. Cela peut vous affecter de nombreuses manières. Et je suggère aux gens qu'il existe un moyen de sortir de cela. Et le moyen de sortir est de confronter cela de manière franche et d'adopter la responsabilité dans votre propre vie et d'essayer de rendre le monde meilleur et qu'il est nécessaire de le faire. Et que si vous ne le faites pas, les choses vont mal. Et c'est un soulagement pour les gens d'entendre cela, car ils le savent déjà. Alors reprends-toi. Eh bien, il s'agit plutôt de trouver quelque chose dans votre vie qui vaut tellement la peine d'être fait, que le fait que vous allez souffrir est justifiable.
Mais si cette chose de valeur était, par exemple pour quelqu'un, de décider qu'il est un féministe radical ou un militant trans radical, cela représenterait quelque chose de grande valeur dans leur vie? Mais ce ne sont pas des positions que je pense, vous pensez, qui ont eu une grande valeur dans leur vie, car ce qu'ils font, c'est abdiquer leurs responsabilités personnelles, de vivre selon leur propre vérité, disons, en adhérant à une idéologie. Et je ne suis pas fan des idéologies, je pense qu'elles sont incroyablement dangereuses. Et je me fiche vraiment de savoir si elles sont à gauche ou à droite. Donc, être féministe ou activiste trans, ou adopter cette vision du monde encouragée par un groupe, je pense que c'est généralement une erreur. Et je ne pense pas que cela fasse du bien aux gens, pas généralement. Et cela leur permet également d'adopter. Et c'est quelque chose d'autre qui a très mal tourné dans notre discours politique, c'est que cela permet aux gens d'adopter, un sentiment de supériorité morale non méritée et aussi, une connaissance omnisciente, parce qu'une idéologie vous offre cela et il n'y a rien là-dedans qui soit utile. Donc, ce que vous avez, c'est que cela fragmente les gens. Ensuite, ce que vous avez n'est pas une idéologie ou non, ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un ensemble solide d'idées. En un sens, toujours une idéologie. Non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Et c'est une erreur de penser de cette façon. Tout ce que cela signifie, c'est que la manière dont vous construisez le monde est qu'il y a un champ de bataille entre différentes idéologies. Et si un idéologue n'est que ce qui sert une élite au pouvoir, disons, qui fait partie de l'interprétation postmoderne et néo-marxiste, alors tout ce qu'il est, c'est une bataille d'opinion et il n'y a rien en dessous. Et tout cela n'est que pouvoir, et ce n'est tout simplement pas, une manière appropriée de voir le monde. Tout d'abord, il y a beaucoup de forces en jeu qui ne sont pas simplement du pouvoir, la compétence en est une, en supposant qu'il y ait des choses qui valent la peine d'être faites. Et ensuite, en ce qui concerne l'idéologie, j'ai écrit un livre à ce sujet. Le premier livre que j'ai écrit s'appelle Maps of Meaning, et c'est une description de la relation entre la pensée archétypale ou mythologique, la pensée religieuse appropriée, dirais-je, et les structures parasitaires qui en émergent, qui sont essentiellement des idéologies et qui peuvent être techniquement différenciées. Que pensez-vous du libéralisme? Je me considérerais comme un libéral classique. Vous vous considérez comme un libéral classique? Oui. Bien que cela ait aussi des croyances associées, n'est-ce pas? Cela découle d'une tradition, d'évolution des croyances. Mais il y a également un libéralisme radical qui, alimente le féminisme, qui croit que le progrès est une meilleure chose que le manque de progrès. Je veux dire, l'économie est fondée sur ses bases et les gens peuvent débattre de ce qu'ils veulent prendre ou laisser. Mais incluez-vous alors le libéralisme comme l'un des ismes que vous diriez être en crise en ce moment ou qui s'est mis dans une... Eh bien, cela dépend, dans une certaine mesure, comme vous l'avez souligné, de la façon dont vous définissez le libéralisme. Une des choses que j'apprécie dans la vision classique libérale du monde et, à laquelle je pense que nous devons à la Grande-Bretagne une grande dette de gratitude pour son développement, peut-être plus particulièrement que tout autre pays, c'est que l'individu doit être considéré comme l'entité souveraine dans la compréhension politique. Mais ce n'est pas vraiment une revendication politique. C'est une affirmation qui sous-tend la politique. C'est en réalité une affirmation théologique. Elle est dérivée de la tradition judéo-chrétienne. Et parce que dans la tradition judéo-chrétienne, l'individu souffrant est l'entité souveraine, et nous avons établi un système politique basé sur cet axiome métaphysique, et donc, je dirais que dans la mesure où le libéralisme exprime l'idée de la souveraineté de l'individu, ce n'est pas un isme, ce n'est pas une position politique. C'est bien plus profond que cela, ce sur quoi cela repose, et l'idée de la souveraineté de l'individu est une idée qui a émergé avec beaucoup de difficultés au cours de dizaines de milliers d'années, voire plus longtemps, et qui a une immense histoire de développement qui précède radicalement, disons, les Lumières ou toute croyance politique articulée. C'est une notion bien plus profonde que tout ce qui peut être encapsulé politiquement. Mais si nous regardons certains des grands libéraux classiques du XIXe siècle, et si nous revenons à Mill, par exemple, vous avez la liberté individuelle très fortement présente depuis Locke, un certain sens de la souveraineté. Et personne, du monarque jusqu'à l'homme ordinaire, n'a le droit d'exercer une souveraineté injuste sur un autre homme ou une autre femme. Mais vous avez aussi un sens fortement progressiste, qui se développe à mesure que le libéralisme évolue et vous mène vers le droit de vote des femmes, vers un féminisme assez affirmé dans le cas de Mill. Si John Stuart Mill était assis ici, à ma place, seriez-vous d'accord sur le fait que c'était une bonne idée? Eh bien, encore une fois, je pense que cela dépend de ce que vous entendez par féminisme. Je veux dire, l'idée qu'il serait bon pour le monde de s'organiser de manière à ce que les talents des femmes
soit aussi disponible pour être utilisé par le collectif, disons, par le groupe ou par la société, que les talents des hommes, alors évidemment, c'est tout à fait positif. Je n'ai aucun problème avec cela. Parce que les talents sont rares et c'est une société insensée qui les gaspille, peu importe où ils se manifestent, que ce soit par des divisions raciales ou ethniques ou autres. L'égalité des opportunités, je ne vois pas comment on peut être une personne sensée et ne pas le comprendre. Pensez-vous que les femmes, les femmes ont-elles des opportunités, les femmes ont-elles l'égalité des opportunités dans l'ensemble des sociétés occidentales? Comparé à quoi? Comparé à l'absence d'égalité des opportunités. Comparé à il y a 100 ans, oui. Comparé à il y a 50 ans, oui. Comparé à la plupart des endroits dans le monde à travers l'histoire, oui. Comparé à un idéal hypothétique, non. Mais je ne suis pas très hypothétique. Être une bonne idée ou une mauvaise idée? Eh bien, cela dépend de la façon dont vous définissez l'égalité. Si vous la définissez comme l'égalité des résultats, alors c'est un idéal catastrophique. Vous voyez, c'est quelque chose aussi. Vous savez, l'une des choses avec lesquelles j'ai du mal récemment, c'est l'idée de limite. Disons que nous savons absolument, et cela est pertinent par rapport à vos questions sur le progressisme. Nous savons que la gauche peut aller trop loin et nous savons que la droite peut aller trop loin. Je dirais que c'est la leçon abjecte du XXe siècle. Les deux peuvent aller trop loin, et nous savons un peu quand la droite va trop loin. Nous pensons probablement que la droite va trop loin. Si je devais réduire cela à une seule chose, c'est lorsque les gens commencent à faire des revendications de supériorité raciale ou ethnique. Cela, semble être le marqueur. Mais nous ne savons pas quand la gauche va trop loin. Et la gauche, pour être franc, n'est pas très prudente dans sa distinction entre ceux qui poursuivent un agenda raisonnable et progressiste et ceux qui ont vraiment dépassé les limites. Et je dirais que lorsque les gens poussent un agenda d'égalité des résultats, ils vont trop loin, même si ce n'est pas aussi horrifiant de manière flagrante, disons, que les revendications de supériorité ethnique ou raciale. Les conséquences de la mise en œuvre de cette idée dans le monde ne sont vraiment pas bonnes. Mais ils le sont sûrement. Vous savez, ce sont deux sortes de cale-porte à l'autre extrémité. Des arguments. Je veux dire, très peu de personnes, je pense, à gauche, et il y en aurait quelques-unes qui plaideraient pour une égalité absolue des résultats et tout ce qu'il faudrait pour y parvenir. Ce n'est pas si clair pour moi que ce soit une minorité. Vous savez, il peut y avoir beaucoup de choses qui ne vont pas, tant à gauche qu'à droite, qui n'impliquent pas que la droite soit ouvertement raciste et que la gauche veuille une égalité absolue des résultats. C'est un espace, sûrement au milieu, qui compte. Et c'est pourquoi je suppose que les gens ont parfois l'impression que votre argument est presque en train de chercher la confrontation plutôt que le libéralisme. Je suppose que cela vous encouragerait à prendre le meilleur, et nous pourrions avoir le débat sur ce qui est le meilleur et ce qui est le pire de tout ce qui se trouve entre les deux. Non, je pense que qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Je pense que la gauche représente un danger bien plus grand que ce que votre analyse suggère. Je le constate certainement dans les universités. Et le tambour est battu très très fort, peut-être pas tant ici, mais en Amérique du Nord, pour l'égalité des opportunités ou l'égalité des résultats sous le terme d'équité. Et l'équité est essentiellement une doctrine qui favorise la notion que l'égalité des résultats n'est pas seulement souhaitable, mais devrait être poursuivie comme un objectif ou comme un aspect explicite de la politique publique. L'idée étant que s'il n'y a pas de représentation équivalente de tous les groupes possibles à tous les niveaux de toutes les hiérarchies possibles, cela indique un préjugé tyrannique qui doit être éliminé. Et cela a un effet absolument pernicieux sur les institutions, en particulier les institutions éducatives en Amérique du Nord. Ce n'est pas c'est une opinion de plus en plus répandue, et je pense qu'elle pose bien plus de dangers que vous ne le pensez. Est-il possible que les opinions deviennent plus attrayantes lorsque quelque chose ne satisfait pas et que les aspirations n'ont pas été satisfaites, des aspirations raisonnables à avoir, et que l'on puisse alors dire que les réponses sont erronées ou qu'elles le sont? Oh, parfois, mais j'essayais de dire que si c'est une opinion si populaire, pour citer votre exemple sur les campus en Amérique du Nord, il se peut qu'il y ait quelque chose là-dehors, que la société existante n'a pas satisfait. Qu'est-ce qui n'a pas satisfait? La tendance humaine toujours présente à l'envie et au ressentiment, c'est certain. C'est ce qui le motive. Ce n'est pas tout, mais c'est une énorme partie de ce qui le motive et un manque absolu de gratitude pour ce que nous avons réussi à accomplir et ce que nous avons devant nous. Je veux dire, l'injustice, ça compte? Eh bien, l'injustice est un terme très mal défini. Je veux dire, ce n'est pas si évident. Non plus, ce n'est pas si évident. Qu'est-ce qui est juste? Donc, par exemple, je me suis retrouvé impliqué dans un différend la dernière fois que j'étais au Royaume-Uni au sujet de la question de l'écart salarial entre les sexes. Et d'un point de vue des sciences sociales,
l'idée de l'écart salarial entre les sexes est... c'est si mal formulé qu'il est presque stupéfiant pour moi que les gens puissent même le conceptualiser de cette manière. Ce n'est pas un problème univarié, c'est un problème multivarié. Les hommes et les femmes ne font pas d'erreur. Donc nous pouvons le décomposer et nous... Non, non seulement nous pourrions, mais nous devons le faire. Et nous ne pouvons pas supposer que, dans toutes les situations, les femmes ne gagnent pas autant d'argent que les hommes. Bien qu'il existe certaines situations dans lesquelles l'inverse est vrai, la raison en est, soit dit en passant, le préjugé et l'oppression. Il y a de nombreuses raisons à cela. Une raison. Il y a par exemple un livre de Warren Farrell intitulé « Pourquoi les hommes gagnent plus ». Et il énonce environ 42 raisons pour lesquelles les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. L'une d'elles est que les hommes sont beaucoup plus susceptibles d'occuper des emplois dangereux. Ce n'est pas une chose triviale, si ce n'est pas à 42 et certaines des raisons. Mais peut-être commencer par parler un peu plus du genre avec vous. Ce territoire n'est pas chargé, ce qui semble toujours bien se passer. Êtes-vous d'accord avec ceux qui soutiennent que, de manière générale, le genre est une construction sociale? Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ces personnes, oui. Eh bien parce que, tout d'abord, c'est une proclamation axiomatique plutôt qu'une conséquence de l'analyse des données empiriques. Et, je veux dire, que veux-tu dire par une construction sociale? Les organes génitaux ne sont pas une construction sociale. Les différences de taille ne sont pas une construction sociale. Les différences de poids. Les organes génitaux sont, dans une certaine mesure, construits. D'accord. Eh bien parce qu'il y a des effets environnementaux et culturels sur tout ce qui est complexe. Et c'est certainement le cas. Et différencier ce que cela représente est une chose très difficile à faire. Mais le travail psychométrique à ce sujet a déjà été fait et bien fait. Et quand Que voulez-vous dire du travail psychométrique? Je veux dire, les psychologues, en particulier, ont passé 40 ans à élaborer, un modèle de personnalité dérivée empiriquement. C'est le modèle des 5 grands, qui est bien accepté parmi les psychologues de la personnalité dans le courant principal, dont la plupart penchent à gauche d'ailleurs, par une écrasante majorité. Donc, il n'y a pas d'accord. C'est une taxonomie. Ça pourrait être une taxonomie. Il pourrait avoir tort, ouais, mais l'une des choses intéressantes à propos de la taxonomie, c'est qu'elle a été dérivée théoriquement. C'est purement une conséquence de l'analyse statistique. Et donc, je ne suis pas sûr de la direction que cela prend en ce qui concerne la mesure, dans laquelle le genre est socialement construit. D'accord. Donc la première chose à faire est de déterminer quels sont les paramètres lorsque vous parlez de quelque chose comme le genre. Donc les paramètres sont, disons, des paramètres de tempérament, parce que vous avez dit, eh bien, nous n'allons pas parler de la biologie, nous allons parler de ce qui en découle. Donc nous pourrions dire tempérament. D'accord. Nous connaissons donc les dimensions tempéramentales. Nous savons qu'elles diffèrent entre les hommes et les femmes et qu'elles varient d'une culture à l'autre. Mais plus important encore, voici la distinction cruciale. Eh bien, nous ne savons pas parce que je viens de regarder un morceau de recherche récente sur le cerveau qui conclut qu'il n'y a pas 2 types de cerveau. Et il y a d'autres chercheurs qui ont écrit, qui ont fait la recherche. C'est le New Scientist. Les scans prouvent qu'il n'existe pas de cerveau masculin ou féminin. Pour que vous sachiez ce que vous croyez. Ouais, mais personne de bon sens ne pourrait prétendre qu'il existe un cerveau masculin et un cerveau féminin. D'accord? Les différences sont... Absolument. Voulez-vous? Devons-nous prendre cela comme une question? Voulez-vous aborder les 2 types de cerveau? Et ensuite, nous pourrons être plus clairs. Eh bien, il n'y a pas 2 types de cerveau. Et les hommes et les femmes sont plus semblables par leur personnalité qu'ils ne sont différents de manière substantielle. Il y a plus de similarités que de différences. S'il y a plus de similarités que de différences, cela n'indique pas que les différences sont importantes. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous choisissiez 2 personnes au hasard dans la population et deviez deviner laquelle était la plus agressive et que vous choisissiez l'homme, vous auriez raison, 60% du temps. C'est à peu près l'ampleur de la différence entre les hommes et les femmes. 660-40 n'est une si grande différence. C'est exact, c'est tout à fait ça. Mais, et c'est là que les choses deviennent plus sophistiquées. D'accord. Alors, imaginez que vous deviez choisir la personne la plus agressive parmi une centaine et les mettre en prison. Ce que nous faisons, ce sont, tous des hommes. Donc, même si au milieu, la différence entre les hommes et les femmes n'est pas si extrême aux extrêmes, la différence est extraordinaire. Et la plupart des activités, ou une grande partie des activités dans des situations complexes, se déroulent aux extrêmes. En moyenne, les hommes s'intéressent davantage aux choses que les femmes, tandis que les femmes s'intéressent davantage aux personnes que les hommes. Et ces différences sont les plus marquées en Scandinavie, d'ailleurs. Il n'y a donc aucune preuve qu'elles soient socio-culturellement construites. Et l'une des conséquences de cela est que si vous laissez les hommes et les femmes faire des choix libres, eh bien, mettons de côté le fait que la Scandinavie n'est pas juste, un pays, et qu'elle a beaucoup de différences culturelles et politiques. Mais le point est que, et c'est le point fondamental, plus un pays est égalitaire,
plus les différences entre les hommes et les femmes sont grandes, plus grandes. Je n'ai aucune idée de comment on pourrait éventuellement. Vous classez les pays par ordre de leur politique socio-culturelle, d'égalitaire à non égalitaire. Ensuite, vous regardez l'ampleur des différences de tempérament entre les hommes et les femmes dans ces pays, et vous les évaluez en fonction de votre définition du tempérament, mais il n'existe pas de définition du tempérament qui soit valide en dehors de la communauté psychométrique. Dans le cas où nous sommes enfermés dans une définition particulière au sein de ce que vous appelez la communauté psychométrique, et d'autres personnes peuvent simplement dire « Regardez, j'expérimente le monde très différemment et j'ai des preuves de mes interactions, que je sois un homme, que je sois une femme, que je regarde comment nous nous entendons et ce que nous faisons pour améliorer les choses qui ne correspondent pas à cela. » Eh bien, la question est donc, quelle est la preuve? Le fait que quelqu'un ait une opinion à ce sujet n'est pas pertinent. La question sans rapport est de savoir ce que la preuve suggère, à moins que vous ne soyez prêt à rejeter l'entreprise scientifique, ce que je ne recommanderais pas. Je ne fais certainement pas cela. Mais je pense que le réduire à une définition étroite de la technique psychométrique, ce n'est pas étroit. C'est 5 dimensions, ce n'est pas étroit. Le monde entier n'a que 4 dimensions. Le modèle à 5 dimensions est en réalité extraordinairement sophistiqué. Il a 4 dimensions et ensuite nous passons à 5. C'est magique. Eh bien, vous avez 5 dimensions. Il existe de nombreux espaces multidimensionnels, mais la réalité elle-même a 4 dimensions, et il y a beaucoup de complexité. Revenons à vous, vous êtes la preuve, absolument. Revenons à la preuve, mais aussi à ce que vous en faites, car le commerce. Eh bien, tout ce que je tire de l'évidence, c'est qu'il y a plusieurs raisons aux différences de genre. Alors que faisons-nous avec cela? Disons que nous décidons qu'il y a des différences, et nous pouvons discuter de savoir si cela concerne la moyenne. Je veux dire, qui est la femme moyenne? Suis-je la femme moyenne? Eh bien, d'une certaine manière, probablement, d'une autre manière, non. D'accord, bien. Bon à savoir, que faisons-nous avec cela? Cela nous amène à cet argument sur à quoi devrait ressembler le progrès. Et l'écart salarial entre les sexes en était un bon exemple, comme vous le dites. Il existe de nombreuses façons de le décrire, de nombreuses approches pour y faire face. Le défi que je vous poserai serait, je pense, de vous demander si vous pensez que la situation que nous avons est globalement équitable dans les lieux de travail et que les femmes se retirent d'elles-mêmes de la progression dans la hiérarchie salariale, plutôt que d'être, dans une certaine mesure, sous la pression de l'éducation des enfants qui n'est pas correctement prise en compte ou pour laquelle elles ne reçoivent pas l'aide adéquate. Est-ce vraiment une question de leur décision ou les structures pourraient-elles jouer un rôle ici? Il faudrait être complètement fou pour penser cela, n'est-ce pas? Non, non. Ce qu'il faut être complètement fou, c'est de réduire le tout au genre et de supposer que c'est une conséquence de l'oppression. Il y a plusieurs facteurs en jeu et le préjugé en est un. La question est de savoir dans quelle mesure il s'agit de préjugés ou d'une catégorisation arbitraire, disons, et le manque de possibilités offertes aux femmes contribue à l'écart salarial et à quel point d'autres facteurs y contribuent. Il y a donc d'autres facteurs. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles d'effectuer des emplois dangereux. Ils sont plus susceptibles d'exercer des métiers qui se développent. Ainsi, car les femmes s'intéressent en moyenne davantage aux personnes que les hommes, elles ont tendance à travailler dans des entreprises orientées vers les personnes. Celles-ci sont difficiles à mettre à l'échelle, car vous ne pouvez pas les mettre à l'échelle. Il est plus difficile de multiplier les revenus. Les hommes sont plus susceptibles de déménager que les femmes. Les hommes sont plus susceptibles de travailler dans le commerce. Ils travaillent avec des machines lourdes à l'extérieur. Toutes ces choses s'ajoutent. Mais si vous retirez le travail avec des machines lourdes, ce que certaines femmes font, mais nous pouvons dire que, en général, plus d'hommes choisiront de faire cela. Il y a pas mal de choses là-dedans où ils sont poussés. Vous savez, nous sommes tous poussés tout au long de notre vie vers certains choix, nous n'avons pas à accepter cette poussée. Mais alors, accepteriez-vous que les femmes aient manqué, d'opportunités, que le coup de pouce n'ait pas fonctionné de la même manière? Alors vous dites, ils finissent sur quelle période de temps? Vous pouvez choisir. Choisissez votre période de temps. Dites 100 ans. Eh bien, je me soucierai de la durée. Le point est de savoir si, les femmes, en un sens, passent déjà par un certain nombre de portes. Dans la vie, eh bien, c'est plus large que d'autres. C'est compliqué. Je veux dire, je pense que les hommes étaient dirigés vers des chemins étroits, d'une manière que les femmes ne l'étaient pas. Ainsi, par exemple, ils étaient beaucoup plus susceptibles d'être conscrits dans des guerres, ce qui s'avère être un phénomène non trivial, car cela a entraîné la mort et la démolition de nombreux hommes. Ainsi, les deux sexes sont soumis aux contraintes arbitraires de la culture, et peut-être pourrait-on soutenir que les femmes ont eu le plus de difficultés, bien que ce ne soit pas un argument facile à défendre.
Je dirais que les pressions supplémentaires liées à l'éducation des enfants et l'inévitabilité de la grossesse ont joué un rôle très important à cet égard, et nous n'avons pas réussi à y faire face efficacement avant 1960. Ainsi, l'une des choses que je n'aime vraiment pas dans le récit selon lequel les hommes ont opprimé les femmes tout au long de l'histoire, c'est le fait que tant les hommes que les femmes ont été terriblement opprimés par la nature au cours de l'histoire, et cela n'est pas pris en compte dans l'équation. Et je pense que ce que les hommes et les femmes ont fait pendant la majeure partie de l'histoire, les gens décents, c'était de s'associer et de s'unir pour essayer de rendre la vie le moins misérable possible. Et pourtant, nous lisons ce récit à l'envers et nous disons que la raison pour laquelle les hommes et les femmes n'opéraient pas de manière égale dans le paysage socio-culturel était que les hommes les opprimaient. C'est comme « désolé, non, cela ne représente qu'une petite fraction de cela ou une certaine proportion, mais cela avait beaucoup plus à voir avec le fait que tout le monde était pauvre et misérable et que les femmes étaient enfermées dans un cycle reproductif dont elles n'avaient aucune échappatoire pratique. Et nous n'avons pas réglé cela avant les années 60. » Ce qui pourrait irriter certaines femmes qui travaillent, en effet certaines femmes, qu'elles travaillent ou non, c'est que l'on peut soit regarder quelque chose comme l'écart salarial entre les sexes et essayer de décomposer à quel point c'est difficile, ou vous pourriez dire, eh bien, essayons de résoudre cela et avons un argument intelligent sur la meilleure façon de régler ce problème, et l'argument selon lequel les femmes se retirent volontairement du marché du travail devient en fait, vous savez, un peu un obstacle? Ouais, mais les femmes se retirent elles-mêmes du monde du travail tout le temps. Eh bien, si vous regardez la profession juridique, c'est absolument clair. Les femmes sont surreprésentées au niveau inférieur de la profession juridique, mais elles cessent d'évoluer vers les niveaux supérieurs dans la trentaine, et cela se produit dans toutes sortes de professions, et il y a de bonnes raisons à cela. Je veux dire, eh bien, parce que les femmes, dans la vingtaine avancée, ont tendance à décider qu'elles ne veulent pas travailler 80 heures par semaine. Ils préféreraient avoir une famille et consacrer du temps à cela, ce qui est tout à fait raisonnable. Une autre chose raisonnable à faire est que les rôles parentaux s'équilibrent, avec des compromis, permettant aux femmes de revenir plus tôt sur le marché du travail. Mais ce que les femmes veulent faire, vous blâmez les femmes? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une caractérisation juste. Votre argument repose sur l'idée que l'avantage pour les femmes réside dans le fait de revenir sur le lieu de travail. Mais de nombreuses femmes décident, surtout une fois qu'elles ont des enfants, que s'occuper de leurs enfants et passer du temps avec eux est en réalité plus précieux que de retourner sur le lieu de travail. Et c'est une décision raisonnable à prendre. En fait, on pourrait penser que c'est la chose intelligente à faire. Eh bien, beaucoup de femmes reviennent alors sur le marché du travail et leur salaire est alors plus bas. C'est quelque chose que vous aviez mentionné plus tôt, et le fait que les femmes paient un prix disproportionné en ce qui concerne les revenus de carrière à long terme si elles deviennent mères, c'est un problème très ciblé, et c'est un problème qui pourrait devoir être abordé. Mais ce n'est pas la même chose que l'écart salarial entre les sexes. C'est un problème beaucoup plus défini. Et une partie du problème est comment pouvons-nous, vous amener à porter une bannière pour cette partie de la croisade féministe? Alors, pas si cela fait partie de la croisade féministe, non, parce que cela signifierait que je devrais porter une bannière pour ce que je considère comme une idéologie plutôt répréhensible. Mais je pense que dans l'ensemble, le féminisme est une idéologie répréhensible. Eh bien, quel pourcentage de femmes britanniques se considèrent comme féministes maintenant? Je ne sais pas, 7%. Et la raison pour laquelle tu poses une question, je suppose? Eh bien, non. Les mesures raisonnables d'une estimation, il y a quelque chose comme ça, c'est un pourcentage très faible. Oui, vraiment. C'est une très petite minorité, même si ce n'est pas 7%. Et une partie de la raison pour laquelle cela serait-elle intrinsèquement mauvais. Je veux dire, je ne suis pas sûre que ce soit 7%. Et je pense que c'est un sujet sur lequel nous pourrions tous discuter, de diversisme. Mais serait-ce nécessairement une si mauvaise idée? Je veux dire, vous avez sûrement parfois défendu les droits des minorités, même si l'idée... Eh bien, tout d'abord, vous dites dans votre livre que les femmes ne sont pas une minorité. D'ailleurs, elles sont en réalité une majorité. Précisément, dans ce sens, ce ne sont pas des droits de minorité dont nous parlons ici. Si nous parlons des femmes, des droits des femmes, ai-je défendu les droits des minorités? Je ne vois pas le monde de cette manière. Eh bien, vous avez dit que l'exemple des 7% suggérerait qu'un petit groupe de femmes pensait que le féminisme l'était. Vous décidez vous-même si le féminisme est, une bonne chose ou non. Cela n'a pas vraiment d'importance. Eh bien, je pense que ce n'est pas une bonne chose, car cela joue à des jeux de politique identitaire, et je ne suis pas fan des jeux de politique identitaire et du point de vue collectiviste. Je ne pense pas que les hommes devraient être opposés aux femmes. Je ne pense pas que nous devrions voir le monde comme une compétition entre les hommes et les femmes. Je ne pense pas que nous devrions considérer l'histoire, comme une structure qui opposait les femmes opprimées aux hommes oppresseurs. Je n'aime pas cette histoire.
Je pense que c'est une histoire désagréable, et je pense qu'elle est conçue, qu'elle est destinée à nous diviser de manière qui ne sera pas bonne. Je pense, que c'est une histoire fondamentalement fondée sur le ressentiment. Je ne pense pas que ce soit une vision précise de la façon dont les choses se sont déroulées dans le passé. Et je ne pense pas que les femmes étaient aussi impuissantes ou incapables de contribuer que les féministes le prétendent qu'elles l'étaient auparavant, comme en 1960. Mais plutôt, vous pensiez que les choses s'étaient équilibrées pour les femmes dans les années 60. Alors quelque chose a changé. Il y avait quelque chose de bon dans les années 60, oui? Je pensais que la pilule contraceptive avait été inventée. Et la raison pour laquelle les femmes ont beaucoup plus de flexibilité, disons, dans leur vie maintenant, est fondamentalement parce qu'elles ont plus de contrôle sur leur statut reproductif. Et cela ne s'est vraiment produit qu'à partir des années 1960. Oui, mais ils ont peut-être tiré d'autres conclusions à partir de cela. Je peux contrôler ma fertilité. Maintenant, quelle est la question que nous testons? Eh bien, c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est précisément la question à laquelle nous faisons face. Mais l'ordre causal de cela est « Oh, maintenant je peux contrôler ma fertilité, et maintenant, que faire ?» C'est une révolution biologique. Mais cela a des conséquences pour les hommes et pour les femmes? Bien sûr que oui, et il y a des conséquences. Alors, que doivent changer les hommes? Nous avons, vous savez, beaucoup mis l'accent ici sur le fait que, les femmes ont eu une vie meilleure que ce que vous pensez peut-être que les féministes modernes, pensent qu'elles ont. Je ne le fais pas. Je ne sais pas si les femmes ont besoin de changer. Je ne sais pas si les femmes avaient une vie meilleure que ce que les féministes modernes pensent. Je pense que si les femmes ont eu des difficultés dans le passé, ce qui est certainement le cas, la part de cela qui était attribuable à l'oppression masculine est faible. Petit, bien plus petit que ce que les féministes affirment, parce que la nature a, joué un rôle là-dedans. Vous savez, la personne moyenne dans le monde occidental en 1895 vivait avec moins d'$1 par jour. En argent d'aujourd'hui, c'est en dessous des directives de l'ONU concernant la pauvreté. Donc, la vie était très difficile pour les hommes et les femmes pendant presque toute l'histoire de l'humanité, et considérer cela comme faisant partie d'un récit d'oppression de la part des hommes, je pense, est l'une des choses qui est très difficile pour les jeunes hommes, par exemple lorsqu'ils essaient de trouver leur place dans le monde. Comment les hommes devraient-ils changer? Parce que les femmes ont le contrôle sur la fonction reproductive. C'est une question ouverte. Je ne sais pas. Le sexe occasionnel est beaucoup plus accessible qu'auparavant. C'est une façon dont les hommes ont pu changer. Ils n'ont pas eu à assumer la responsabilité d'adopter une relation monogame à long terme pour obtenir un accès sexuel, c'est donc un grand changement. Cela a également permis aux hommes de ne pas grandir autant. Je ne suis pas sûre si vous accueillez cela ou... Je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'est très compliqué. Ainsi, les mouvements qui introduisent toute la difficulté du jeu de la séduction ou de la culture des rencontres dans le débat doivent donc être une bonne chose. Et présumément, vous le feriez aussi, vous savez. Je devrais présumément. Mais cela vous plairait-il? Je pense qu'il y a très peu de bon dans la culture des rencontres d'un soir. Je pense qu'il y a très peu de bon dans les relations sexuelles occasionnelles. Je ne pense pas qu'elles soient bonnes pour les hommes ou pour les femmes. Et je veux dire, quelle est votre position sur la campagne #MeToo? C'est une bonne chose. Je pense que cela risque de nuire à la présomption d'innocence. Je veux dire, il y a beaucoup. Y a-t-il plus que cela? Oh, bien sûr. Les femmes font face à l'admixture arbitraire des avances sexuelles et de la performance au travail tout le temps. C'est une chose très compliquée à démêler. Nous ne savons pas exactement comment le résoudre parce que, vous savez, je veux dire, NBC, par exemple, la chaîne de télévision américaine, a établi comme politique qu'il ne faut pas étreindre ses collègues, ce qui, vous savez, peut être vrai, bien que je ne pense pas que ce soit le genre de choses qu'une entreprise devrait décider pour les gens. Mais nous ne savons pas exactement quelles sont les règles régissant le comportement masculin et féminin sur le lieu de travail, car nous ne travaillons ensemble que depuis environ 35 ans. Nous ne savons pas, après 35 ans. Ne serait-il pas possible de comprendre quelque chose? Pas quand vous parlez d'une transformation du comportement qui est aussi profonde. Je veux dire, nous ne savons pas comment les hommes et les femmes peuvent travailler correctement ensemble dans le monde du travail. C'est très compliqué. Les hommes ne savent pas comment communiquer. Des millions d'hommes et de femmes à travers le monde vivent cela, jour après jour. Mais c'est toi qui as aussi demandé des nouvelles me concernant. Je ne commence pas par « c'est toi qui… » Moi aussi est une expression du fait que les hommes et les femmes ont du mal à réguler leur comportement sur le lieu de travail. C'est la seule raison pour laquelle j'ai répondu à cela. Parce que la question était, je pense, plus largement suggérée que certains hommes ont un grave problème avec ça. Quelle est la leçon de l'histoire de Harvey Weinstein pour vous? Quelqu'un aurait dû dire quelque chose sur Harvey Weinstein beaucoup plus tôt.
Mais nous pourrions commencer ailleurs. Nous pourrions commencer par dire que Harvey Weinstein avait tort de faire ce qu'il a fait, avant d'aborder le fait que d'autres personnes auraient dû s'exprimer. C'est une question d'ordre secondaire. C'est juste. Je pensais que cela allait de soi. Il y aura des prédateurs psychopathes. Ils vont exister. Et ce qui doit se passer, c'est que les gens doivent les arrêter parce qu'ils ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes. Et donc je pensais que c'était en quelque sorte implicite dans l'énoncé. Évidemment, il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Mais ne pensez-vous pas que la culture dans laquelle il évoluait, notamment dans son monde à Hollywood et dans bien d'autres mondes, était une culture où, vous savez, ce gars est un homme puissant. C'est le grand gorille argenté ici. Laissez-le faire ce qu'il veut. Oh, je pense que cette culture était omniprésente à Hollywood. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas seulement Hollywood. Eh bien, Hollywood en particulier, je veux dire, l'idée du canapé de casting existe depuis très longtemps. Et je pense que les gens d'Hollywood qui sont tous bouleversés par cela devraient se pencher sur leurs propres actions en ce qui concerne le rôle qu'ils ont joué dans la promotion de la culture qui a permis cela. Donc ça ressemble à vous? Vous devez savoir qui? Non, toute la culture. Nous pensions que nous parlions de culture. Donc, je veux dire, c'est certainement ce que Hollywood pense être la chose sensée à faire pour les femmes à propos de moi, selon vous. Et quelle est la chose la moins sensée? C'est une question difficile. Il n'est pas évident pour moi de savoir exactement ce que les hommes et les femmes doivent faire au travail pour rendre ce type de prédation sexuelle beaucoup moins probable, tout en s'imposant des restrictions sur l'aspect sexuel de leur existence qui serait insupportable. C'est très difficile. Qu'est-ce qui serait insupportable à ce sujet? Que diriez-vous si tout le monde portait le même uniforme au travail? C'est ce que les maoïstes... Eh bien, regardez, si vous voulez éliminer les différences sexuelles entre les hommes et les femmes au travail, vous devez contraindre les différences sexuelles. Je veux dire, les hommes portent des costumes au travail. Nous ne devons pas éliminer les différences sexuelles pour que les gens travaillent ensemble avec respect. Vous devez les éliminer, dans une certaine mesure. Quoi? Je suis vraiment perplexe. La question ici est, à quel point le comportement lié à la sexualité devrait-il être interdit sur le lieu de travail? Eh bien, cela dépend de la façon dont vous le définissez. Devriez-vous pouvoir vous habiller de manière attrayante? Et si vous pouvez vous habiller de manière attrayante, que voulez-vous dire exactement par attrayant? Comme précisément, j'ai eu des ennuis. Je veux dire, j'espère que je suis bien habillée aujourd'hui. Vous avez l'air très bien habillé, n'est-ce pas? Vous êtes un homme, je suis une femme. Nous sommes tous les deux bien habillés. Maintenant, nous continuons l'entretien. Quel est le problème? Ou la perspective? Eh bien, le problème réside dans les limites de ce qui constitue une tenue soignée. Parce qu'il y a, regardez, parce qu'une partie de ce qui constitue l'attractivité, une partie de ce qui constitue une tenue soignée est l'attractivité sexuelle. Parce que vous ne pouvez pas dissocier l'attractivité humaine de l'attractivité sexuelle. Et donc, la question est exactement où se trouvent les limites. Et c'est de cela dont il s'agit dans la discussion. Où se trouvent les limites? Les dîners, qui sont décrits dans une préface de votre livre, où des amis apprécient les débats, et les désaccords. Pensez-vous que dans la conversation plus large, nous avons perdu cet esprit, ou que nous sommes en danger de le perdre? Oh, je pense que nous sommes toujours en danger de perdre cet esprit, n'est-ce pas? Parce que le manque de liberté est beaucoup plus probable que la liberté. Nous devons être très prudents pour maintenir cela car c'est toujours menacé. Et je sens vraiment que c'est menacé maintenant. Je pense que les gens sont très prudents quant à ce qu'ils disent, d'une manière qui n'est pas bonne. Je pense que le fait que de nombreux comédiens ne se produisent plus sur les campus universitaires est un très bon indicateur de cela. C'est un scénario de canari dans la mine de charbon. Mais restons un instant sur la polarisation telle qu'elle affecte quelqu'un comme vous ou quelqu'un avec votre message. Dans un sens, nous soutenons que la polarisation de la société est une mauvaise chose si les gens n'ont plus d'espace commun ou de compréhension partagée, même des débats, des désaccords et des nuances. Et pourtant, n'êtes-vous pas une partie de ce problème? Vous faites absolument partie de la culture qui vote pour ou contre. Je regarde le genre de commentaires sur l'une de vos vidéos YouTube. Et il y a beaucoup de Jordan Peterson qui détruit un tel, tue quelqu'un. Cela me semble être une conséquence très étrange et répréhensible. De la manière dont votre argument est présenté, ressentez-vous une quelconque responsabilité à cet égard? Eh bien, je ressens une certaine responsabilité, je suppose. La question est, quel est le niveau d'analyse approprié, disons? Eh bien, d'accord. Donc tout d'abord, les gens réalisent 4000 vidéos à partir de mes vidéos par semaine sur YouTube.
Et donc, nous allons nous attendre à ce qu'il y ait une énorme variation dans la façon dont les gens font cela. Ils sont en concurrence pour les vues, tout comme les médias traditionnels sont en concurrence pour les vues. Et l'une des façons de rivaliser pour les vues est de devenir sensationnaliste et de tirer parti de la polarisation. Et Mo, je pense que c'est une très mauvaise idée, et je pense que beaucoup de cela se produit. Penses-tu que tu tombes un jour dans ce piège? Jamais, bien sûr. Je pense que je tombe dans ce piège, bien que je ne dirais pas que je le fais pour susciter des vidéos. Eh bien, vous savez, à cause de mon dégoût pour ce qui se passe sur les campus universitaires et de mon embarras, d'être associé à cela en raison de ma position académique, disons, je deviens, peut-être plus, irritable à propos du fait que la politique identitaire pourrait être optimale, bien que je pense qu'en général je suis assez prudent, et souvent sous une pression extrême, et je pense que cela a joué en ma faveur. Alors, qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous ressenti? C'est un environnement des médias sociaux qui pousse parfois beaucoup d'entre nous dans cette direction. Qu'avez-vous dit alors sur la politique d'identité ou peut-être lorsque vous vous êtes retrouvé dans une grande dispute sur les droits des personnes trans, avez-vous dit des choses que vous regrettez? Il se peut que je sois devenu plus émotif à propos de choses qui auraient pu être optimales en ce qui concerne les choses que j'ai dites. Non, ça a été correct jusqu'à présent. Et j'ai été très prudent quant à ce que j'ai dit. Penses-tu que les gens entendent les choses de la même manière que tu les vois? J'ai beaucoup regardé. Comme tu le dis, beaucoup de vidéos ont été réalisées et elles sont souvent tirées, conférences ou d'apparitions. Mais quand vous parlez, disons, de la violence domestique et qu'il y a une sorte de thèse derrière cela, et je vais le résumer un peu ici, n'hésitez pas à reformuler que les hommes, en fin de compte, si les hommes sont poussés trop loin par un féminisme trop agressif, il y aura un retour de flamme et qu'il y a, vous savez, une sorte de courant sous-jacent de violence. Oh, c'est un avertissement, pas un commentaire sur l'utilité de cela. Mais c'est un avertissement qui suggère qu'il pourrait y avoir des défauts chez ceux qui poussent le progressisme trop loin. Ils subiront un retour de bâton. Certaines personnes, bien sûr, voient cela comme un environnement un peu permissif pour les mauvais comportements. Eh bien, les gens ont tendance à confondre la description de la probabilité de quelque chose avec le soutien à l'idée qu'elle existe. Et je décris la probabilité de quelque chose, sans soutenir le fait que cela existe. Si vous poussez trop à gauche, vous allez provoquer une réaction à droite. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Et pour moi, c'est juste une dérivation de cela. Comment cela fonctionne-t-il dans le contexte de la violence domestique? Oh, je ne pense pas que cela soit applicable dans le contexte de la violence domestique. Je pense que ces choses sont des problèmes complètement séparés. Tu me parlais, juste au moment où nous discutions. Et je parlais uniquement sur le plan politique en ce qui concerne la réaction. C'était un commentaire sur la réaction politique. Cela n'avait rien à voir avec la violence domestique. C'est un tout autre sujet. Mais la violence apparaît dans votre travail comme quelque chose, un moteur des choses. Je pense que vous avez dit que les relations entre les hommes sont plus régulées par une menace de violence en arrière-plan. La force, dans un sens, c'est pourquoi les hommes ont des difficultés avec les femmes. Ce n'est pas vraiment ça. C'est pourquoi les hommes ont des difficultés avec les femmes qui sont complètement hors de contrôle. Mais les femmes qui devraient contrôler. D'autres femmes, elles-mêmes, les hommes, la société, tout le monde est contrôlé. Je veux dire, vous êtes contrôlé par la société. Je suis contrôlé par la société. Et Dieu merci pour ça. Je veux dire, c'est une partie de... Drôle, je veux dire, tu t'es décrit comme un libéral plutôt, et je pense qu'un libéral ne pense pas qu'une société contrôle les femmes ou les hommes. Eh bien, disons que cela régule. Je suis également psychologue. Mais qu'est-ce qui doit contrôler une femme? Qu'est-ce que créature? Comment savons-nous quand en rencontrons une? Je suis sûr que vous avez rencontré des femmes dans votre vie qui se sont comportées envers vous de manière intimidante et détestable. Il est très difficile pour les femmes de faire face à cela car elles n'ont pas de véritable recours et le harcèlement féminin peut être incroyablement vicieux, prenant généralement la forme de destruction de la réputation, d'insinuation et de commérage. Cela est bien documenté. C'est très difficile à défendre. Non, les hommes le font aussi, mais les hommes, non. Oh, désolé, y a-t-il des femmes de manière disproportionnée parmi vous ou pas? Oui, de manière disproportionnée, des femmes, c'est ce que les données indiquent. Où sont les données sur les sous-entendus et les rumeurs? C'est un comportement antisocial chez les adolescents, c'est un domaine bien documenté. Les gens examinent le comportement agressif et antisocial chez les femmes et chez les hommes. Chez les femmes, cela tend à s'exprimer par des sous-entendus, des commérages et la destruction de la réputation. Tandis que chez les hommes, cela prend souvent la forme d'agression physique ouverte. Il existe toute une littérature à ce sujet. Ce n'est une surprise pour personne. Cela est connu depuis 30 ans. Je pense que l'idée du commérage féminin existe probablement depuis bien plus de 30 ans. Mais cela ne fait pas
de cette idée une vérité absolue? Non, ce n'est pas le cas, mais les gens ont examiné comment les femmes l'expriment. Les femmes doivent exprimer l'agression, à moins que vous ne soyez prêt à dire qu'elles ne sont pas agressives. Ils ont tendance à ne pas le faire physiquement, pas au même degré que les hommes, donc ils utilisent d'autres canaux. Et quels autres canaux existent-ils en dehors de l'agression physique si vous allez être agressif? Eh bien, vous vous attaquez aux gens verbalement, vous les attaquez avec des sous-entendus, des rumeurs et la destruction de leur réputation. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et juste pour être clair, tu penses que c'est principalement un modus operandi féminin? Ce n'est pas que je le pense, c'est que la littérature clinique l'indique. Ce n'est pas que je le pense. Je vous interroge. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je suis psychologue et scientifique, et j'ai tendance à fonder mes opinions sur ce que j'ai lu dans la vaste littérature clinique pertinente. Je ne fais pas ça de mon imagination. J'ai étudié le comportement antisocial pendant environ 15 ans. Je suis en fait assez expert en la matière. Et donc, nous savons que les hommes sont plus susceptibles de regarder les choses de cette façon. D'accord. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles d'essayer de se suicider. Et les hommes sont beaucoup plus susceptibles de se suicider. La raison en est que les hommes utilisent la force létale et que les femmes ne le font pas. Eh bien, c'est une grande différence, d'accord. Alors vous dites que les femmes manifestent de l'agression envers elles-mêmes et envers les autres, mais elles n'utilisent pas la force létale. Elles n'utilisent pas la force physique de la même manière que les hommes, donc elles doivent le faire d'une autre manière. Pourquoi doivent-ils faire quelque chose d'une autre manière? Parce que les gens sont agressifs. Vous pouvez prendre votre guerre hobbesienne. Contre, vous savez, vous êtes essentiellement un hobbesien. Non, je suis à moitié et à moitié Hobbes, à moitié Rousseau. C'est pourquoi je ne suis pas un idéologue. Parce que je ne pense pas que les gens soient bons ou mauvais, je pense qu'ils sont les deux. Je ne pense pas que la culture soit sécurité ou tyrannie, je pense qu'elle est les deux. Et je ne pense pas que la nature soit bienveillance ou catastrophe, je pense que c'est les deux. Et c'est pourquoi je ne suis pas un idéologue. J'ai besoin que tu cites la règle 9, parce que j'ai 28 feuilles de papier ici, mais je vais continuer. Entre-temps, car nous approchons de la fin et que nous sommes bien échauffés. Vous avez justement souligné l'effet perturbateur des médias sociaux, mais aussi les changements technologiques dans les médias et la consommation de masse des médias. Mon argument était que cela pourrait conduire à une polarisation où des personnes comme vous, qui réussissent immensément dans ce milieu, contribuent également à la vente de vos livres. Je pense que, pendant que je te parle, tu viens d'atteindre le sommet de la liste Amazon, ici, au Royaume-Uni. Mais il y a ce point où vous devenez partie du problème que vous avez vous-même identifié. Vous voulez que les gens s'entendent bien. Vous voulez que les hommes et les femmes échangent de certaines manières. Nous ne sommes pas entièrement d'accord sur l'endroit où se situent ces échanges. Mais vous savez, nous étions ici, discussions. Simultanément, vous réussissez le mieux lorsque vous dites quelque chose de très provocateur, qui devient viral. Pensez-vous que vous êtes en quelque sorte piégé dans un paradoxe? Non, je ne pense pas que ce soit à ce moment-là que je réussis le mieux. Par exemple, l'un des incidents qui m'a propulsé à... Pour réussir, disons, en termes de reconnaissance publique, au Royaume-Uni, mon entretien avec Cathy Newman a été déterminant. Et la raison qui m'a propulsé vers le succès n'était pas parce que j'ai dit quelque chose de provocateur, mais parce que j'ai refusé, sous une pression considérable, de dire quoi que ce soit de provocateur. Et donc, une des raisons pour lesquelles je suis devenu populaire, à ce point, est que je suis en réalité très bon pour garder mon calme dans des situations qui ne le permettraient pas. Dans des situations où il y a des raisons substantielles de ne pas le faire, disons, et je dirais aussi que le bien que j'ai fait en ce qui concerne mes cours en ligne l'emporte de loin sur tout dommage qui pourrait être causé par le fait que des gens les coupent et en font des titres provocateurs, interprétant cela comme une sorte de problème fondamental, guerre politique. Mais ce ne sont pas seulement les autres. Si vous regardez le modèle que vous utilisez pour promouvoir votre travail, c'est le site de financement participatif. Plus vous incitez à une réaction, plus votre site Patreon devient fidèle, plus les abonnés deviennent loyaux, plus d'argent est collecté pour les causes que vous souhaitez promouvoir. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La raison pour laquelle, tout d'abord, je donne tout mon contenu en ligne gratuitement. Donc, les personnes qui s'abonnent à Patreon ne s'abonnent à rien. Ils me soutiennent et ne me soutiennent pas principalement à cause de ma position politique. Ils me soutiennent parce qu'ils ont regardé mes vidéos et qu'elles les ont aidés en tant qu'individus. Et ils espèrent que cela pourra arriver à beaucoup d'autres personnes. Si vous le voyez comme un auto-assistance et souhaitez le donner gratuitement, pourquoi introduire de l'argent dans l'équation et pourquoi avoir cela?
une sorte de financement participatif à haute énergie, repose sur le fait que les gens viennent à vous pour vouloir investir leur argent. Pourquoi investir de l'argent là-dedans? N'est-ce pas un domaine où le marché pourrait mieux être laissé de côté? Je suis un capitaliste maléfique après tout, et je ne fais vraiment aucune excuse pour cela. J'ai créé mon site Patreon principalement par curiosité, car cela m'intéresse. Depuis longtemps, sur la manière dont les personnes créatives peuvent monétiser leur production créative, car c'est en fait une partie de mon intérêt technique. Il est très difficile de monétiser les productions créatives car elles ont des bénéfices à long terme. Mais il est difficile de montrer pourquoi on veut les monétiser. Eh bien, parce que je peux faire des choses utiles avec de l'argent, en partie parce que je suis curieux, en partie parce que j'ai besoin de vivre, en partie parce que mon emploi a été en danger pendant longtemps et que cela ne m'arrivera plus, en partie parce que j'ai dû renoncer à ma pratique clinique pour d'autres raisons, en partie parce que j'ai une famille, et en partie parce que je veux construire une université en ligne. S'agit-il de collecter des fonds pour une cause? Ou s'agit-il de collecter des fonds pour vous? Eh bien, je ne me sépare pas de ce que je fais, donc je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Je veux dire, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Acheter un yacht? Non. Vous savez, je ne suis pas le genre de personne à aimer le luxe. Je ne cherche pas à vivre la grande vie. J'ai 55 ans, bon sang. Que ferais-je avec ça? J'ai beaucoup de choses que je voudrais faire avec de l'argent. L'une des choses que je veux faire est de construire une université en ligne, mais ce n'est pas la seule chose que je veux faire. Et donc, je mettrai cet argent à bon escient, je le soupçonne, ou du moins à un usage raisonnable, et la raison pour laquelle les gens me fournissent cet argent qu'ils n'ont pas à faire, et qu'ils espèrent que je continuerai à faire ce que je fais. Et c'est exactement la raison pour laquelle ils me le fournissent. Et mes critiques de gauche ont constamment dit « c'est en fait assez comique ». Eh bien, regardez tout l'argent que le Dr Peterson génère avec son compte Patreon. C'est comme, eh bien, je ne vends rien, tout ce que je fais en ligne est gratuit. Ce n'est même pas soutenu par la publicité. Donc, si des gens veulent me soutenir sur Patreon parce qu'ils pensent que ce que je fais est utile, alors tant mieux pour eux en ce qui me concerne. Et pensez-vous que la réponse que vous obtenez à travers ce site et d'autres, votre jugement, est tout aussi bon lorsqu'il s'agit de repérer des choses qui ont dépassé les limites et le genre de discours de l'extrême gauche, ainsi que les attitudes venant de la droite, de l'extrême droite, de l'alt-right, et je ne mélange pas ces catégories, vous savez, vous pouvez les différencier. Pensez-vous que votre type d'écoute fonctionne mieux dans une direction que dans l'autre? Non, je ne pense pas. Je veux dire, cette semaine, par exemple, j'ai été accusé par un journal juif d'avoir des sympathies nazies, ce qui était plutôt misérable. Mais en même temps, un article d'extrême droite est paru aujourd'hui me qualifiant de marionnette et de complice des juifs. Donc, vous savez, je pense que je suis à peu près au milieu si je peux attirer ce genre de critique des deux côtés. Et donc, en ce qui concerne la question de la droite, l'aile droite ne représente pas une menace pour l'intégrité des universités en Amérique du Nord et en Europe, mais l'aile gauche le fait certainement, et cela est bien documenté, et pas par moi. Il n'y a pas de conservateurs dans les universités, dans les sciences sociales et les humanités. Il n'existe pas, et ce n'est pas une bonne chose. Et la gauche radicale dans les universités existe absolument, et a complètement menacé l'intégrité de ces institutions. Et donc, dans la mesure où je me suis concentré sur la gauche radicale, c'est parce que la gauche radicale a usurper les universités. Bien qu'on puisse dire que dans le contexte mondial, un autoritarisme qui tend souvent vers la droite constitue une menace pour la liberté d'expression, pour les universités et pour les règles des institutions. Absolument. Et j'ai écrit de manière approfondie sur les menaces autoritaires de droite à la liberté, de manière approfondie. N'ignorons pas le grand éléphant américain dans la pièce. Donald Trump, le voyez-vous, comme une expression de beaucoup des attitudes du type de mécontentement, de descontentement que vous avez décrit dans le livre ou quelque chose de sui generis, quelque chose de différent. Que pensez-vous de cela? Eh bien, tout d'abord, vous savez, les Américains ont voté à 50% pour les républicains et à 50% pour les démocrates lors de 5 élections consécutives. Rien n'a changé. Les républicains avaient Trump comme candidat et les démocrates avaient Hillary. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Je veux dire, c'était un partage 50-50, donc je ne vois pas qu'il y ait eu un changement massif dans le paysage politique américain. Un peu différent? Eh bien, c'est sûr. Oui, définitivement. C'est ça qui est vraiment intéressant. Je veux dire, Trump a fait quelque chose de très intéressant lors des primaires et dans sa prise sur la nomination républicaine finalement. Et je ne sais pas vraiment quoi en penser. C'est certainement, en partie, le fait qu'il a gagné, qui exprime le mécontentement des gens face à l'orientation des démocrates vers la politique identitaire, car ils ont perdu.
une bonne partie de leur base ouvrière, mais je pense que cela peut être entièrement attribué aux démocrates. Ils ont commis une grande erreur en agissant ainsi, car la classe ouvrière a besoin d'une voix politique, et les démocrates ont décidé de jouer la carte de l'identité à la place. Alors tu les blâmes. Un problème avec Trump. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec Trump. Il ne faut pas être un génie pour les énumérer. Eh bien, il est plutôt flamboyant. Il semble être quelque peu narcissique. C'est certainement un maître dans l'art de manipuler les médias, et c'est un personnage très particulier. Il ne faut pas être un génie pour énumérer ses défauts. Ce que Trump signifie, je ne sais pas, je n'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Concluons. Avec « Je ne pense pas qu'il soit le grand avènement de Satan ». Je ne pense pas que l'Amérique soit plus polarisée qu'elle ne l'était en 1972. Et l'économie aux États-Unis est en plein essor en ce moment. Et il ne nous a pas encore entraînés dans des guerres particulièrement idiotes. Donc, je suis plutôt content de cela. Le libéralisme, comment doit-il évoluer? Vous avez dit plus tôt que vous étiez un libéral classique. Nous avons un peu discuté de ce que cela pourrait signifier en termes de cause que vous soutenez. Elle doit se dissocier de la gauche radicale. Ce qu'elle refuse de faire, elle ne s'attaquera pas à la difficulté conceptuelle de décider quand la gauche a dépassé les limites. Et je dois te demander, as-tu une féministe préférée? Ai-je une féministe préférée? Je ne pense pas aux choses de cette manière. Je ne suis pas un favori des idéologues. Ai-je une femme admirable préférée? Qui serait ma femme admirable préférée? Je suis désolé, j'ai souvent du mal à me souvenir des noms. La femme qui a établi le métier d'infirmière en Grande-Bretagne? Florence Nightingale. Oui, Florence Nightingale, c'est bien pour Florence. Elle a pensé qu'il pensait que les hommes n'étaient pas faits pour le métier d'infirmier, à cause de stéréotypes de genre. Ne pourrions-nous pas lui faire des reproches? Eh bien, certains hommes ne conviennent pas aux soins infirmiers et d'autres si. Y a-t-il des héros ou héroïnes improbables? Je suis un grand fan de Tom Waits. Je pense que nous pouvons nous accorder là-dessus. Jordan Peterson, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation.